FDJ United a-t-elle un avantage concurrentiel? Si oui, comment est-ce qu'il s'appelle? Et est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est en déclin? Alors, pour ça, je vais utiliser un prompt de la bibliothèque de prompts de base que vous pouvez retrouver en description de la vidéo, dont on parlera également en date d'aujourd'hui pendant un live dans le groupe School. Donc, pour ceux qui sont intéressés, rejoignez-nous, c'est à 20 h, heure de Paris, ce vendredi. Donc, vous verrez à peu près comment est-ce qu'on bâtit une thèse d'investissement en utilisant uniquement la bibliothèque de prompts de base et on va prendre comme exemple Amazon. Donc, on va directement sur FDJ. Bon, vous connaissez la compagnie, etc. Blablabla, blablabla. Je vous laisse aller faire ça. Donc, moi, je vais directement poser une seule question. J'envoie juste le ticker symbole dans un prompt. Boum. Et il me mentionne ici que l'entreprise a un avantage concurrentiel. Cet avantage concurrentiel, il est large, il paraît stable et il est surtout lié aux intangibles. Maintenant, à moi d'apprécier pourquoi, parce qu'il doit se justifier. Alors, résumé, FDJ détient un rempart concurrentiel large, fondé sur l'exploitation exclusive de la loterie et des paris sportifs physiques en France. Bon, pour ceux qui ne savent pas, l'avantage concurrentiel te permet au moins de maintenir tes marges stables. D'accord? Au moins. C'est le minimum. Même avant même de parler de croissance des marges, etc. Donc, FDJ, comme je le disais tantôt, détient un rempart concurrentiel ici justement parce que fondé sur l'exploitation exclusive, les termes sont importants, la loterie et des paris sportifs physiques en France. On n'a pas cité un autre pays, on a cité nommément la France. Donc ce monopole réglementaire de 25 ans garantit un flux de trésorerie récurrent et une position inattaquable sur son marché principal jusqu'en 2044. Donc on vient de donner quoi? La durée de vie de cet avantage concurrentiel large. Maintenant, on ne sait pas si en 2044, ça sera étendu au-delà, etc. Mais on doit déjà considérer ici que ça s'arrête en 2044. Ce qui sous-entend ici que quand tu l'analyses ou bien quand tu vas l'analyser, déjà, dis-toi que c'est 18 ans d'ici à 2044. Donc techniquement, ça nous ramène ici à ne pas payer plus qu'une quinzaine de fois les bénéfices. Et au fur et à mesure que le temps va passer, ça va être de plus en plus réduit. Donc, déjà au niveau de la multitude de valorisation, je commence à voir à peu près, je commence à me projeter par rapport à ça. Mais maintenant, il va te dire pourquoi pourquoi est-ce qu'il pense que cette compagnie ne détient pas d'autres avantages concurrentiels. Alors, parce que tu peux en détenir plusieurs, plus ou moins larges. Premièrement, le switching cost, le coût de changement. FDJ ne bénéficie pas d'un coût de substitution tangible pour ses utilisateurs finaux de jeux de tirage, de grattage, de paris sportifs. Un joueur ou un parieur peut modifier ses habitudes de consommation instantanément en se tournant vers des offres concurrentes en ligne, donc paris sportifs ou bien poker, sans subir de friction financière ou technique. Oui ou non? Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Okay. Les détaillants physiques que sont les buralistes ici, attention, c'est-à-dire que le réseau est important peut-être dans ce domaine-ci. Et encore une fois, moi, je ne connais pas FDJ en dehors de la sphère secteur des jeux, etc. Donc, je n'ai jamais mis les pieds en France, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais du point de vue business, si on me parle de buraliste, quand je vois ce type d'entreprise, je veux savoir comment est-ce qu'on distribue le produit. C'est une question que je me pose toujours sur toutes les entreprises au monde. Gardez ça en tête. Ok, la distribution est très importante. C'est pour ça que je disais par exemple qu'une entreprise comme Google détient la distribution. En un claquement de doigts, elle peut shipper une mise à jour sur tous les téléphones Android. Parce qu'Android, c'est d'abord son système d'exploitation, mais également dans tout l'environnement appartenant ici à Alphabet, dont YouTube. Tu regardes la vidéo sur quoi? Sur YouTube, qui est la première plateforme de streaming. Voilà, en termes d'heures, etc. Donc, je continue ici. Donc, ils détiennent la distribution. Donc, sans subir, donc, comme je disais ici tantôt, vous avez les détaillants buralistes sont liés contractuellement, mais l'interaction directe avec le grand public ne présente aucun verrouillage technologique ou contractuel structurel. Donc, techniquement même, en fait, ce sont les détaillants, les buralistes qui sont liés ici dans le sens où, ça serait mal, enfin, pas mal vu, mais ça reste une source de revenus supplémentaire ici. Donc, c'est eux qui sont dépendants ici dans une certaine mesure sur ce segment-là, vu qu'elle a le monopole, les jeux de tirage, de grattage, etc. Donc, c'est eux qui ont un certain intérêt à avoir de bonnes relations avec FDJ. Donc, c'est-à-dire que si tu investis dans une entreprise qui détient des buralistes, et ce genre de choses, enfin, je ne sais pas si on dit buraliste ou ce genre de choses-là, mais ici, on appelle ça des dépanneurs. Si tu investis dans ce type d'entreprise-là, je ne dis pas qu'elles sont cotées en bourse, mais je vous donne juste un exemple.
Donc, le fait d'avoir des bonnes... le FDJ sera un des fournisseurs et dépendamment du chiffre d'affaires que ça rapporte, etc., tu pourras voir si tu es très lié à cette compagnie ou pas du tout. Si elles ont, donc, si l'entreprise a jamais une envergure, un certain monopole, très souvent, ils vont avoir tendance à imposer leur prix. Mais globalement, si on parle juste de la compagnie FDJ, on peut déjà voir ici que si tu veux les concurrencer en France, même après le monopole, il va falloir que tu détiennes le réseau de distribution. Juste à partir de cette partie-là, on peut déjà comprendre cela. Après, il te justifie pourquoi, la base de joueurs dans le monde, machin truc, ça c'est bien, mais les joueurs ne sont pas liés de manière générale, ils ne sont pas prisonniers. OK, 1 milliard d'euros versés au buraliste, etc. Bref, il n'y a pas de coût de changement ici. OK? Maintenant, passons aux intangibles, qui est le mode le mode primaire ici de cette compagnie. Donc, les actifs intangibles réglementaires constituent le pilier absolu du rempart concurrentiel d'FDJ. La loi Pacte de 2019 a octroyé au groupe des droits exclusifs pour l'exploitation de la loterie physique et en ligne. On parle de loterie physique et en ligne et des paris sportifs en réseau physique pour une durée de 25 ans. OK. Ici, ça veut dire quoi? Ce que je comprends, c'est que la loterie, qu'elle soit physique ou en ligne, c'est nous qui avons le monopole. Maintenant, dans les rapports financiers d'FDJ, ça représente combien en termes de pourcentage de revenus? Si on le détaille, bien sûr, surtout en France. Les paris sportifs en réseau physique pour une durée de 25 ans. Enfin, quand on parle de paris sportifs, pourquoi on précise réseau physique? Ça veut dire qu'en ligne, il peut y avoir des concurrents, mais en physique, pas du tout. Si on parlait plutôt de désintermédiation, enfin pas désintermédiation, mais je comprends que FDJ doit être également en ligne, etc. Mais ce qui veut dire qu'il y a des concurrents en France, sauf qu'ils n'ont pas le droit d'être surtout au niveau des paris sportifs, qui sont généralement les paris, voilà, je pense que c'est le segment le plus en croissance ici. Bon, maintenant, ça vient, vous avez également tout ce qui concerne les paris sur tout et n'importe quoi, notamment avec tout ce qui concerne Polymarket, Kalshi, ce genre de choses. Maintenant, on peut miser sur tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Donc, ça devient plutôt des produits financiers de manière générale parce que des bourses également se lancent dessus avec Intercontinental, ce genre de choses, ce qui met une pression supplémentaire sur des compagnies comme Flutter qui sont leaders dans ce secteur d'activité. Il y a un grand changement dans ce secteur-là. Bref, il y a des concurrents, sauf qu'ils n'ont pas le droit de faire certaines choses. OK? Donc, cette protection légale validée par le Conseil d'État en avril 2023 empêche toute apparition de concurrence sur le segment le plus rentable du groupe en France, sur le segment le plus rentable du groupe en France. Donc peut-être le segment le plus rentable, c'est la loterie. Encore une fois, je parle comme ça, je ne connais pas FDJ. Disons que je suis là pour essentiellement apprécier si ce mode-là me plaît ou pas du tout. Je peux déjà voir ici que c'est un mode réglementaire qui a une durée de vie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrents. Donc si on a des concurrents agiles, etc., avec des poches assez profondes, on peut prendre des parts de marché à cette compagnie sur certains segments. Mais le plus rentable ici étant la loterie, je présume, hein, je pourrais également poser la question ici, il va avoir tendance à... Il faudra atteindre 18 ans par là, ok? Et personne ne nous dit ici que ça ne va pas être prolongé de manière générale. Donc, je continue avec les autres avantages concurrentiels. Donc, je suis plutôt d'accord avec ça. Et je mentionne une chose, c'est une compagnie qui va à l'international, donc techniquement, il va falloir qu'elle ait les codes solides pour pouvoir bagarrer avec des compagnies comme Betson, Flutter, et voilà, certaines que je ne vais pas peut-être nommer ici parce que j'ai peut-être oublié, mais ça reste un secteur que moi j'aime bien de manière générale. L'effet de réseau, est-ce qu'on en a? FDJ ne génère pas d'effet de réseau direct ou indirect significatif. L'inscription d'un nouveau joueur sur la plateforme n'augmente pas la valeur d'usage du produit pour les utilisateurs existants. Si l'augmentation du nombre de participations permet de gonfler le montant des cagnottes communes, par exemple avec l'euro million, cette dynamique ne constitue pas une barrière concurrentielle structurelle capable de bloquer de nouveaux entrants sur le marché en ligne ouvert. Donc, encore une fois, c'est le marché en ligne qui est ouvert et je pense que, et comme je disais tantôt, c'est le plus dynamique. Donc, il y a de la concurrence. Tout dépend maintenant ici de l'agressivité des concurrents. On continue ici. Alors, est-ce que FDJ est un low-cost producer? Dans une certaine mesure. Pourquoi? FDJ dispose d'un avantage de coût fondé sur la taille de son réseau de distribution physique de près de 30 000 points de vente.
Comme je disais tantôt, ça peut être un avantage, surtout pour les jeux en physique, les jeux de grattage, etc. Donc cet énorme maillage permet de diluer les coûts de logistique centrale, de serveurs sécurisés et de campagnes marketing nationales sur les volumes massifs, optimisant l'efficacité opérationnelle par rapport à toute autre entité de jeu. Fun fact, est-ce que vous savez que les jeux de grattage sont fabriqués quelque part au Québec? Les jeux de grattage de FDJ sont fabriqués quelque part au Québec. Je pense même que c'est une compagnie qui fabrique des jeux de grattage pour la plus grosse majorité des entreprises ici qui font dans ce domaine-là. Parce qu'ils ont quelque chose, voilà, ils ont une technologie brevetée, etc. Mais c'est quelque part ici au Québec. Même dans le reportage, on ne voulait pas nous dire où est-ce que c'était exactement. Mais bref, on referme cette parenthèse-là. Donc, les barrières financières d'entrée pour bâtir un réseau physique équivalent sont inacceptables, bien que cet avantage de coût soit restreint géographiquement à la France. OK. Donc, on va dire ici que quand tu analyses cette compagnie, elle dépend majoritairement de la France et ceci grâce à... Et cette position est défendable pour les, disons, 18 prochaines années grâce à un permis réglementaire. OK? C'est une bonne chose. Mais également, en termes de croissance, est-ce que la France est un... Est-ce que sur le marché français, est-ce qu'il y a réellement de la croissance ou bien on est plutôt... On va avoir tendance à gagner... Enfin, c'est un marché qui stagne de manière générale. Ce n'est pas forcément mauvais, hein, mais je me projette en termes de combien est-ce que je peux payer pour ça par rapport à XY. Comme je dis toujours ici, il ne suffit juste pas de dire ici que oui, mais FDJ se négocie à 45 fois les bénéfices, donc je vais payer 45 fois les bénéfices. Tu payes 45 fois les bénéfices sur un secteur d'activité où il sera difficile d'augmenter les prix, où la taille du marché et le marché n'est pas en croissance, il est plutôt mature de manière générale, c'est un peu faire une erreur. Je ne dis pas que FDJ se négocie à 45 fois les bénéfices. Encore une fois, j'utilise cette compagnie pour un exemple lambda. Ça peut s'appliquer à d'autres secteurs d'activité. De toutes les façons, on essaye d'apprécier l'avantage concurrentiel. Le low cost producer, ok, il est là, il est présent, tant mieux. Mais c'est surtout l'intangible ici qui pourrait nous pousser à penser que cette compagnie pourrait maintenir ses marges solides. Alors, contre-positionnement, on n'en a pas, mais on va aller rapidement ici. Quels sont les risques? L'alourdissement de la fiscalité étatique sur les jeux de hasard constitue la menace principale pesant sur la rentabilité du groupe. En 2025, la hausse des prélèvements publics a grévé le chiffre d'affaires consolidé de plus de 50 millions d'euros. Et ça risque de ne pas s'arrêter. Ça, c'est un risque. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Vous connaissez cette région du monde-là. Je ne vais pas dire est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien. Je n'en sais strictement rien du tout, mais c'est un risque qu'il faut accepter, prendre quand on décide d'investir sur ce type d'entreprise. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'elle a des possibilités d'augmentation des prix? Donc, le groupe détient un monopole absolu sur les points de vente en France, mais fait face à une concurrence féroce sur les segments numériques suite à l'intégration de Kindred au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où des discussions réglementaires pèsent sur l'activité. Parce que dans ce domaine-là, il faut avoir, comme je disais tantôt, il faut avoir les côtes solides et les poches profondes. Et c'est pour ça que je disais tantôt que quand on va aller maintenant au niveau de l'analyse quantitative, on fait simple, hein, je regarde FDJ ici, c'est une entreprise qui, en termes de chiffres, on va le faire ça ici, FDJ, voilà, ok, c'est bien, croissance des revenus, etc. Mais vous savez que la croissance, on pose toujours une autre question, acquisition organique, etc. Marge brute, en grosse margin ici, ça représente quoi? En grosse margin, on a quelque chose aux alentours de très très stable, c'est bien. En termes d'EBITDA également, notamment vu qu'on a un certain monopole, c'est normal d'avoir des marges stables. Vous voyez, ça se traduit littéralement ici et vous pouvez mettre un nom dessus. Ok, vous pouvez savoir pourquoi est-ce qu'il y a de grandes chances que les marges restent stables sur les 18 prochaines années. Mais attention, ça c'est uniquement sur la partie France, parce que je pense que près de 80% de ce qu'elle gagne provient du marché français exclusivement, c'est-à-dire que les 20% restants, c'est l'international. Et peut-être que ça va continuer, cette part-là va continuer à augmenter parce qu'elle doit se diversifier, elle doit préparer l'avenir. Okay? Donc, peut-être qu'elle a pour ambition ici de devenir un grand groupe international, un peu comme Flutter, etc. Donc, je continue ici avec le nombre d'actions. Alors, je ne dirais pas qu'il a tendance à diminuer, mais voilà, vu que l'entreprise n'est pas introduite en bourse depuis à peu près 2021, ici peut-être qu'il y a eu un ajustement, mais voilà, disons que le nombre d'actions est plutôt stable. Ce serait intéressant, vu qu'elle s'est négociée à 10 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, de faire un rachat d'actions, mais bon, vous connaissez également que dans cette région du monde-là, ce n'est pas quelque chose de très commun également pour le moment. Mais ça devrait, je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait en date d'aujourd'hui. Également, en dette nette sur EBITDA, vu qu'elle a fait des acquisitions dernièrement ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose en dessous de 1,7, ça veut dire, et quand on prend la dette nette du point de vue volume,
Ici, ça donne combien? On a près de 1 milliard. En termes de free cash flow, on peut rembourser la dette nette en combien de temps? On peut rembourser la dette nette ici en, disons, moins de 4 ans. Exactement. Donc, c'est assez correct ici. Donc, pour moi, si on reste avec ce niveau de dette nette-ci, elle peut aller jusqu'à 5 milliards de dette nette. Bon, ça, c'est excluant le fait que l'acquisition supplémentaire ici rajoute des bénéfices supplémentaires ou ce genre ou des l'EBITDA supplémentaires ici, du free cash flow supplémentaire. Mais on peut déjà aller à 5 milliards 600, donc on peut encore rajouter 4 milliards à ce niveau-là, sans toutefois mettre en danger structurellement le business. Bon, ça serait assez élevé ici, mais voilà. Mais attention, on parle de dette nette, mais il faut mentionner un élément. Cette compagnie, elle distribue un dividende. Donc, quand on regarde ici à peu près comme un dividende paye, on génère 3 milliards, 567 millions de dettes nettes sur les 12 derniers mois en moyenne, moins 378 ici, disons, il nous reste à peu près 180 millions par là. Bon, c'est avec le 180 millions qu'on doit rembourser la dette. OK? Donc, si on voit les choses dans ce sens-là, techniquement, en moins de 10 ans, elle rembourse la dette, justement avec le cash restant après le dividende. Donc, si les taux d'intérêt n'augmentent pas, si la charge fiscale n'augmente pas, je pense qu'à partir de ce niveau-ci, c'est limite. Déjà, de toute façon, si ça augmente, ça sera encore plus compliqué. Mais c'est limite pour l'augmentation du dividende. OK? Ça, c'est mon avis. Je ne suis pas encore de dire ici qu'elle a les moyens, elle ne peut pas payer ce dividende-là, etc. Mais à partir de ce moment, si on sait que les marges de manœuvre, ça ne sera pas facile d'aller plus loin, de faire plus élevé que ça. OK? Et pour ça également, avec les ambitions qu'elle a à l'international, ça va être compliqué. Sauf si elle émet de nouvelles actions, etc. Et encore, émettre de nouvelles actions, ça dépend. Vous pouvez utiliser vos actions comme monnaie d'échange uniquement si le prix des actions est élevé. Donc, encore une fois, la stratégie de croissance va peut-être être mise en pause ici le temps de remboursement de la dette, etc. Donc, en termes de multiples de valorisation, le marché a tendance à payer, je ne paye pas 15 fois, plus de 15 fois les bénéfices sur ce type d'activité. Je ne dis pas que c'est un mauvais business, mais globalement, le monopole, il a une durée de vie. Deuxièmement, la concurrence va être de plus en plus rude. Troisièmement, les paris sportifs, ou bien les paris de manière générale, sont de plus en plus... comment le terme m'échappe un peu. En fait, on parie maintenant, on n'a pas juste des paris sportifs, on a également des paris sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez parier si Trump aujourd'hui va avoir une cravate rouge ou une cravate verte lors du prochain sommet de je ne sais pas quoi. Ça existe, allez juste regarder comment ça se passe, comment est-ce que Kalshi et Polymarket sont en train de bousculer tout ce secteur d'activité. Maintenant, vous pouvez miser sur est-ce que Netflix aura de bons résultats ou pas du tout après la publication des résultats. Vous pouvez même miser sur l'heure. Pour vous dire la vérité, on peut miser sur tout et n'importe quoi. Maintenant, ça reste des paris, n'est-ce pas? Comment est-ce que, et on sait que les paris, c'est généralement additif, les gens sont prêts à miser sur tout et n'importe quoi. Est-ce que ça n'aura pas un impact, par exemple, sur les paris sportifs? Ça, c'est une question que je me pose comme ça, ouvertement. Donc, ce qui met une pression supplémentaire, parce que c'est de l'argent qui se déplace. Imaginez que le secteur était de 100 milliards et il y avait la loterie, les paris sportifs, les jeux de grattage. Le poker en ligne, les jeux en ligne. Disons que c'était un marché de 100 milliards. Maintenant, il y a une nouvelle forme de pari qui arrive, qui fait éruption sur le marché. Vous pensez que ça crée un nouveau marché? Ah non, ça prend de la place sur le marché déjà existant en priorité. Et donc, il y a de moins en moins d'argent vers d'autres segments. Les gens vont peut-être moins jouer au poker, d'autres vont moins jouer au casino en ligne, d'autres vont moins jouer au jeu de grattage, d'autres vont moins jouer à la loterie et ils vont peut-être préférer miser sur de quelle couleur sera le ciel aujourd'hui. Ou bien est-ce qu'il va faire chaud, quelle sera la température moyenne en France en date d'aujourd'hui par rapport à tout ce qui concerne ici la canicule ou ce genre de choses-là. Bref, on peut miser sur tout et n'importe quoi. Et c'est déjà un potentiel, c'est déjà un concurrent potentiel qui n'existait pas qui était presque inexistant il y a 5 ans, ou bien quand cette compagnie s'introduisait en bourse. Donc, c'est à prendre en considération. Venons au niveau de la valorisation, qui est la partie qui vous intéresse généralement, qui est généralement la partie qui, moi, m'intéresse moins, parce que techniquement, on sait déjà à peu près quel type de risque, combien est-ce qu'on serait prêt à payer pour cette entreprise. Renverser toujours l'équation. Si cette compagnie est capable de reverser à peu près, disons,
2,64 €. Pourquoi je mets 2,64 €? C'est parce que en termes de prévision, d'ici 2024, d'ici 2028, on s'attend à 2,94 €. Mais attention, regardez ici, les attentes en question, ils ont diminué. Il y a un an, les attentes de 2028 étaient de 3,44 €. Aujourd'hui, c'est 2,94 €. Si je me situe à 2,94 € et que je viens 6 mois plus tard et que c'est plutôt maintenant 2,50 €, je fais comment? Parce que le secteur est de plus en plus sous pression. Moi, je ne sais pas aussi quel sera le volume de mise au jeu ici ou bien au niveau des paris sportifs. Oui, il y a eu la Coupe du Monde, il y a peut-être de très bonnes commissions qui vont tomber, etc. Mais ce sont des événements généralement ponctuels. C'est difficile à anticiper. Donc, très souvent, il faut faire une normalisation ici. Après, également, si on prend des parts de marché, etc., ça pourrait être différent. Si on peut augmenter les prix, ça pourrait être différent. Mais partons du principe qu'on peut maintenir les prix actuels au moins ou bien maintenir les marges actuelles. Donc, je n'ai pas envie de surpayer pour ce genre de business-ci. C'est pour ça que je vais me positionner, je vais m'être gentil, me positionner sur les attentes de 2000, ce qu'on a eu en 2024, 2,64 €. Et sachant qu'en 2026, on s'attend à peu près à moins que ça. Et on peut le voir ici en termes de forecast, on s'attend à moins que ça en 2026, parce qu'il y a un an, c'était 2,66 €, 62. Aujourd'hui, c'est 2,33 €. Donc, il y a une pression de plus en plus élevée. Quelle est la garantie que j'ai que ça ne va pas aller plus bas que ça, mise à part, enfin, à part le fait qu'il y ait le monopole en France, etc., qu'il y a de grandes chances qu'elle arrive à tenir ce segment-là, mais n'oubliez pas que le 20% restant, il marge à combien? Donc, 2,64 €, je suis gentil, ok? Divisé par le prix actuel. On me demande de payer à 2,64 €, à 23 € un business qui pourrait me rapporter 2,64 € d'ici, enfin, disons d'ici 2028. Ça fait 11% de rendement. Tant mieux. Je mets à 2,64 € ici, 2,64 €, multiplié par 15 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus que 15 fois les bénéfices. Moins la dette nette, ok? Moins la dette nette qui est aux alentours de combien? Aux alentours ici de 9,17 €. Donc, je n'arrive même pas à avoir une dette nette supérieure. Ok, voilà. Aux alentours de 8,74 €. Donc, moins 8,74 €, je mets que ça à 9 €. Ça ne change pas grand-chose. Ça fait 31 € ici, de target price. Donc, en dessous de 31 €, pourquoi pas? Mais après également, je vous dirais, si vous, au prix actuel, ça se négocie presque à 10 fois les bénéfices. Donc, je pense qu'il y a de grandes chances que vous ne perdiez pas beaucoup d'argent à ce niveau-là. Et c'est surtout également pour un certain type d'investisseur. Moi, je dirais, si elle faisait le rachat d'actions, si elle avait un rachat d'actions un peu plus prononcé, ça serait une très bonne chose. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on dépense une grosse partie pour le dividende. Il y a également une partie qui devrait être orientée pour le remboursement de la dette. Et encore la dette, il faut regarder comment est-ce que c'est échelonné dans le temps, les taux d'intérêt, etc. C'est un autre bavardage ici. Donc, on va faire simple, parce que en termes de free cash, on pourra avoir bien plus élevé que ça, mais je préfère ne pas prendre les free cash flow ici. Donc, je vais me situer à 31 € ici. Voilà, bon, dans ces eaux-là, dans tous les cas de figure. De toute façon, je dis une chose, en dessous de ce prix-là, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc au prix d'aujourd'hui, à vous de tirer les conclusions nécessaires. Donc, ceci n'est que mon point de vue. Est-ce que FDJ mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Bon, ça reste une entreprise OK ici, pourquoi pas, on va la mettre. Quand je dis pourquoi pas, pas qu'elle est mauvaise, mais bon, vu que j'ai tendance à faire des vidéos constatives dessus, je vais l'ajouter dessus, je vais juste mettre ça ici. La dernière fois, le 51 € ici, je pense que j'avais pris les free cash flow. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi est-ce que je ne suis pas à l'aise à le prendre en date d'aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. C'est la politique d'allocation du capital qui me dérange. OK? Et elle pourrait bien justifier le 15 fois le 51 € ici. Ça pourrait être possible. Mais la politique d'allocation du capital ne me plaît pas. Le fait qu'on verse dividendes, etc. Je sais que parfois, il vaut mieux faire le rachat d'actions. Et le rachat d'actions ici pourrait être très, très important. Admettons que le 160 millions qui lui reste en date, le 500 millions qu'elle génère par an, si elle utilise ça pour acheter les actions en date d'aujourd'hui, elle pourrait racheter presque plus de 10% de sa base d'actions installée. Et si vous rachetez 10% de la base d'actions installée, théoriquement, ça fait monter le prix de l'action. Bon, techniquement, aux alentours ici de 11%. Vous avez un bénéfice par action qui va augmenter de 11% après avoir acheté 10% de la base d'actions installée. Et si vous faites ça pendant 5 ans, admettons, 5 ans à racheter 10% de la base d'actions installée, dans un monde idéal, en théorie, en réalité, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans le sens où ça sera moins élevé, ça ne sera pas exactement ce chiffre-là. Donc, si vous rachetez la moitié de la base d'actions installée, vos bénéfices nets qui sont de 2,64 € en date d'aujourd'hui, disons, vont doubler. 2,64 € par action, le nombre d'actions d'aujourd'hui. Si la base d'actions diminue de moitié,
en fait, vos bénéfices par action vont augmenter. Et à PER égal, disons un PER de, disons, 15, ok, moins 9 dollars de dette, admettons qu'on ne prend pas de dette supplémentaire, ça fait 70 euros, juste avec le rachat d'actions. Dividende ou rachat d'actions, de préférence. Si on divise par 2 ici, et qu'on le fait, disons, sur 5 ans en moyenne, ça fait 25% en moyenne de croissance. Or, si on vous verse un dividende de 10% chaque année pendant 5 ans, et que le prix reste à ce niveau-ci, disons 50, voilà, que le prix reste à peu près à ce niveau, la performance sera moins élevée. Donc, le rachat d'actions est souvent une bonne chose, dépendamment du prix de l'action. Mais bon, je sais que au niveau des politiques, etc., c'est souvent, une stratégie très incomprise ici. Voilà. C'est pour ça que parfois c'est un peu pénible d'investir en Europe. Bref, ce n'est que mon avis, hein. Et je ne dis pas que ça, ce n'est pas une opportunité ou quoi que ce soit. C'est l'opportunité, c'est vous qui décidez si c'en est une ou pas du tout. Mais déjà, avant d'investir, il faut comprendre dans quoi est-ce qu'on met les pieds, dans quel secteur d'activité elle exerce, quelles sont quelle est la problématique en date d'aujourd'hui à court terme, à moyen terme et probablement à long terme, histoire ici de vous projeter. Je n'ai pas de boule de cristal, peut-être que le marché va payer 100 fois les bénéfices demain, je n'en sais strictement rien du tout. Mon but est de perdre le moins d'argent possible, premièrement, donc de protéger mon capital. Et je pense qu'à ce prix-ci, il y a de fortes chances que le capital soit protégé par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux prévisions, enfin pas prévisions, mais par rapport à l'état du business actuel. OK? Parce que dans 6 mois, 1 an, 12 mois, ça pourrait changer. Bref, ceci n'est que mon point de vue, non, conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, on se donne rendez-vous ce soir à 20h, heure de Paris, pour bâtir une thèse d'investissement en utilisant Amazon comme exemple, uniquement avec la bibliothèque de prompt de base. Donc, on va passer par toutes les questions qu'on doit se poser normalement ici pour avoir une idée générale de si une entreprise pourrait nous intéresser ou pas du tout, surtout au-delà des chiffres, parce qu'ici, il n'y aura pas de valorisation. Okay? On essaie de comprendre le business en posant les questions essentielles. On se donne rendez-vous à 20h, le lien dans le groupe School, en description de la vidéo, pour ceux qui veulent avoir accès à la bibliothèque de prompt de base ou bien la bibliothèque de prompt premium. Vous avez également le lien en description de cette vidéo-là. Rappelez-vous que cette bibliothèque-là finance notre projet. Vous avez la vidéo également par rapport à ce projet-là sur la page principale. Donc, je vous laisse aller voir où est-ce que ça se situe. De toute façon, tous les liens en question sont en description de cette vidéo. Donc, merci à vous.